Voilà, merci d'être avec nous et nous sommes à l'heure aujourd'hui, contents de vous retrouver. Dans un instant, on va recevoir Jean-Luc Sévigny, bonjour. Bonjour. Il est vice-président de la commission de développement territorial de Cap Excellence et il sera accompagné de Benoît Foucan-Pérafide, un spécialiste du miel. On va en parler, ingénieur apicole. Plus tard, on va recevoir une chanteuse, poétesse, elle s'appelle Lita Zénon Dumabin. Son père était très connu dans le domaine musical, on en parlera dans un instant. Elle a sorti un petit album, Mots et musique funambule, Mots et musique psychode, on va en parler. Jean-Luc Divial sera aussi avec nous et Damissou. Un peu plus tard, Stéphane Chouroux sera là pour la chronique de l'ASFO et on va terminer par Martine Fazer. Autant dire que la barque est bien remplie aujourd'hui. Sinon, l'actualité, semaine mobilité, atelier vélo à la DEAL, on en parlera aussi avec le reportage de Solène Fèbre. Village start-up au Crédit Agricole, ça c'était prévisible. Charlie Dagonia était sur place. Avant-première des magmas, j'étais un magma à l'époque, si vous ne savez pas ce que c'est, en 76, effectivement, les gens qui habitaient près de la Soufouillère à Saint-Claude, ils sont partis, il y a eu des magmas. Donc avec les parents, on a quitté la région bastérienne, on était devenus des magmas. Plénière du conseil départemental, c'était hier, Olivier Félix était sur place, prendra le président probablement, et on fera le point sur un anniversaire aujourd'hui. Je crois qu'on a, c'est Saint-Jean-de-Perse. Oui, on a l'anniversaire de Saint-Jean-de-Perse. C'est une personnalité connue de la Guadeloupe, pas assez, puisque c'est quelqu'un qui est né à Pointe-à-Pitre, qui a été pendant longtemps un poète connu, mais aussi il a été ambassadeur des affaires étrangères. Malheureusement, on dit qu'il n'est jamais revenu en Guadeloupe, c'est l'anniversaire de sa mort. On en parlera tout à l'heure. Sinon, on commence tout de suite par cette manifestation qu'organise Cap Excellence qui est toujours présente sur le domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture d'une manière générale. Jean-Luc Sévigny, il y a une bonne nouvelle déjà à donner sur ce qui se présente au niveau agricole par rapport au projet de Cap Excellence. On n'était pas venu pour ça, mais visiblement vous y tenez. Juste un petit mot. Juste un petit mot, oui. Une bonne nouvelle, mais bon, certains sont certainement aussi aperçus. Il y a des travaux qui ont commencé sur le site. Je n'en dirai pas plus puisque vous m'avez fait la remarque, puisque ce n'était pas forcément l'objectif, puisqu'il y a une émission qui est prévue la semaine prochaine sur les journées de les journalistes aiment bien les avant-premières. Mais je comprends cette nécessité pour vous de vouloir avoir l'information. On dit avant tout le monde. Avant tout le monde. Bon, alors on va revenir au sujet d'aujourd'hui. On va parler de miel, des plantes mellifères et alimentaires. Alors comment ça s'organise cette journée? Alors c'est vrai que c'est une opération menée par Cap Excellence et les jardins d'excellence. Nous avions déjà eu 2 éditions. J'étais venu ici même présenter ces 2 éditions. Cette année, ce sont les plantes mellifères. Oui. Donc le public qui est visé, non pas le grand public, mais c'est surtout les associations, les acteurs du jardin partagé, du jardin éducatif, les acteurs de la biodiversité et les associations qui œuvrent au quotidien également pour le jardinage, la biodiversité, etc. Ce sont ces acteurs-là qui sont plus précisément ciblés sur cette action. Et donc c'est vrai que vous l'avez dit, cela consiste pour nous bien à avoir un regard très prononcé sur une difficulté, la difficulté liée à la pollinisation, puisque la pollinisation, c'est un élément clé, voire important dans le processus de reproduction sexuelle des végétaux, de nombreux végétaux. Et donc cela consiste dans le transport de pollen vers des étamines, vers les organes femelles des fleurs. Et donc ce transport peut se faire via l'eau, via le vent, mais aussi par des animaux, ces derniers que l'on appelle les pollinisateurs. Donc c'est vrai que la protection des pollinisateurs est un élément important pour les agroécosystèmes. Et donc d'ailleurs depuis plus d'une dizaine d'années, on observe qu'il y a un déclin des pollinisateurs qui nuit à la diversité du vivant. Et c'est vrai que l'on peut mesurer cela sur le taux de mortalité par année des pollinisateurs qui est fréquemment autour, en tout cas plus de 30%. Ce sont des données qui sont nationales. Donc c'est vrai que le combat à mener pour préserver ces insectes
pollinisateurs est l'affaire de tous. Et donc Cap Excellence, dans le cadre de sa stratégie alimentaire et agricole, CAPVOR, son projet alimentaire territorial qui est labellisé, et sous l'axe de la valorisation des filières, nous avons décidé de faire de l'animation et de la sensibilisation également des professionnels et des non-professionnels. Donc c'est l'occasion qui nous est donnée de sensibiliser un petit peu tous les acteurs de la biodiversité à ces enjeux environnementaux en partenariat avec les acteurs de la filière apicole. Donc c'est une manifestation qui aura lieu le samedi 7 octobre 2023 à Taonaba de 9h à midi. Comme toujours. Et qui consiste tout simplement en une manifestation ouverte au public. Non, pas au public, mais aux professionnels. Aux professionnels et non professionnels de la biodiversité et du jardinage. Mais j'aimerais quand même que M. Foucan en dise un mot. Oui, merci. Donc, l'idée, c'est vraiment de préserver, en fait, les pollinisateurs. Donc, l'objectif de cette journée-là, c'est de rassembler, en fait, toutes les associations qui ont un jardin partagé sur le territoire de Cap Excellence, de les recenser et de les inviter à cette manifestation-là. Et il y aura 2 thèmes dont on va parler. C'est comment préserver les pollinisateurs à travers la plantation de plantes mellifères. Ça, c'est le premier thème qu'on va aborder. Et le deuxième thème qu'on abordera, c'est le zéro produit phytosanitaire, parce que c'est quand même très lié à la problématique de préservation des pollinisateurs. Parce que justement, on sait très bien que les abeilles sont victimes des produits chimiques qui sont déversés dans la nature. C'est notre grande problématique, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, les apiculteurs, à travers les groupements, l'Apigua, la SICA Miel Pays Guadeloupe, on arrive aujourd'hui à bien former nos apiculteurs. Mais le problème, c'est tout ce qui est produits phyto, tout ce qui est agriculture. Et j'ai envie de dire, la population en elle-même aussi est grande utilisatrice de produits phyto. Alors, il faut dire quels sont les produits qu'il ne faut pas utiliser ou qu'il faut éviter d'utiliser pour ne pas tuer les abeilles. En fait, tout ce qui est insecticide, je ne vais pas forcément citer de marques, mais les marques qu'on connaît, Gontimor et compagnie, ça, c'est déjà très, très dangereux. Regardez les guêpes. Les guêpes ont disparu en Guadeloupe. Les guêpes disparaissent en silence. À la limite, j'ai envie de dire, tout le monde s'en moque. Mais c'est dû, en fait, aux insecticides et à la pollution de l'environnement qui, aujourd'hui, décime, en fait, ces insectes-là. Les abeilles se maintiennent parce qu'il y a une activité économique, parce qu'il y a des apiculteurs qui gagnent leur vie derrière. Donc, on s'en occupe, on essaye de les multiplier, de les préserver, de les mettre dans les zones boisées sauvages. Mais aujourd'hui, on tient vraiment à sensibiliser la population sur le zéro produit phyto. Si on arrivait à faire ça, on protégerait, en fait, notre nature. Alors, il y a une autre problématique, la problématique aussi des arbres pour lesquels les abeilles viennent. Bon, on connaît l'acacia, on connaît quelques arbres comme ça. Alors, est-ce que là aussi, il n'y a pas une protection, un développement à faire? Justement, on remercie Cap Excellence de nous accompagner, en fait, dans ce projet-là. Le projet, c'est de ramener toutes ces associations-là, mais de les sensibiliser. On va planter aussi 7 espèces mellifères le jour de cette manifestation-là au pôle d'accueil de Taonaba. Je rappelle la date, le 7 octobre, de 9h à midi. Donc, on va recevoir aussi des gens qui vont discuter de ces sujets-là avec nous. Félix Lourel, Jean-Marie Fleur, Régis Tournebise, Yvon Joseph et compagnie qui vont nous accompagner dans ce débat avec les associations. Et les 7 espèces mellifères qu'on va planter ce jour-là, vous avez le roucou, par exemple, vous avez le café, qui est très mellifère, le kénétier, les surotiers, le pitaya, et bien, donc, il y aura le boisden, voilà, et il y aura 7 espèces qu'on va planter ce jour-là autour de Taonaba, et l'idée est de recenser, en fait, dans les jardins partagés du territoire, on va essayer d'intégrer, en fait, ces espèces mellifères sur ces sites-là, et à côté de ça, d'y mettre aussi un nid pour pollinisateurs. Et donc, par exemple, ça peut être du bois mort percé. Il faut savoir que beaucoup d'insectes sauvages viennent vivre à l'intérieur de bois mort, du sable compacté. C'est pour ça que quand on dit préservation des pollinisateurs, il n'y a pas que les plantes, mais il faut aussi préserver les nids de ces pollinisateurs. Et donc, il faut qu'on ait le moins d'impact possible sur notre environnement. Dans les 7 arbres que vous avez sur le plan de citer, vous n'avez pas parlé du tanda caillou, c'est volontaire? Non, mais en fait, le tanda caillou, c'est une espèce qu'on retrouve principalement en Côte-sur-le-Vent, du côté de Pointe-Noire, Bouillante. On en retrouve très peu en grande terre. Donc, on a
il y a un projet. Le projet, c'est un projet alimentaire. Donc, on a vraiment privilégié 7 espèces d'origine alimentaire ou qu'on utilise en fait qui donnent à manger. Jouer un peu sur les 2 niveaux. Voilà, on a essayé de jouer sur les 2 niveaux. Bon, le pitaya, les surettes, les quénettes et tout. Le bois qu'on utilise dans l'alimentaire pour assaisonner, pour faire le bérum, etc. On a voulu vraiment privilégier des espèces qui ont un volet alimentaire. D'accord. Alors, bien évidemment, quand on connaît l'importance des plantes mellifères pour notre existence même, et il l'a dit, la guêpe qui est en train de disparaître, vous comprenez bien que Cap Excellence, son président Éric Jalton, dans le cadre du projet alimentaire que j'avais ici même présenté, nous comptons véritablement agir. Agir en permettant de recenser dans un premier temps tous les jardins qui sont sur notre territoire, les jardins partagés. Mais il s'agit aussi pour nous d'informer. Il s'agit aussi pour nous de former. Au-delà même des jardins partagés et des associations, il y a aussi, et ça c'est un autre projet, mais qui va dans le même sens, les acteurs qui travaillent dans les collectivités, dans les villes, qui travaillent au service environnement. Là aussi, il faudra les former, leur dire quel est leur rôle dans le cadre de la préservation de ces plantes. Également, même si certains le savent déjà, mais il convient de vulgariser et d'agir en conséquence. Et donc, nous souhaitons véritablement le faire. Et lors de cette rencontre du 7, il y aura déjà dans un premier temps par la présentation de la carte des jardins partagés du territoire de Cap Excellence, mais il y a aussi, il l'a dit, le fait même de planter aussi des espèces, les 7 espèces que nous venons de parler. Et donc, on a l'intention véritablement d'agir pour que, à notre échelle aussi, nous puissions permettre de préserver ces espèces qui sont importantes. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, M. Foucan, Père Rafid. Quelle est la situation de la filière miel aujourd'hui, mellifère aujourd'hui? En fait, la filière, de façon globale, a progressé. J'ai envie de dire, en 15 ans, quand je suis arrivé en 2004, la Guadeloupe comptait à peu près 3500 ruches. Aujourd'hui, on est à plus de 7000 sur le territoire de la Guadeloupe. En termes de production? En termes de production, c'est là où le bas blesse, c'est la productivité qui diminue. À cette époque-là, on produisait à peu près 30 kilos de miel par ruche. Aujourd'hui, on est à moitié moins. On est à 15 kilos de miel par ruche et par an. Donc, on voit là la problématique. Cette problématique, c'est le déboisement, le manque de ressources mellifères pour justement les abeilles, c'est la pollution, c'est le déboisement. Et donc, c'est une vraie problématique. Et là-dessus, c'est pour ça que nous sensibilisons en fait le grand public, les politiques, en fait, tous ceux qui décident pour nous accompagner à préserver cet environnement-là. Parce que les pollinisateurs, c'est la vie. Et ça, il faut intégrer ça. S'il n'y a pas de pollinisation, on n'a pas de fruits, de légumes pour notre alimentation. Et si on ne mange pas, on est mort. Et donc, aujourd'hui, à travers cette manifestation qu'on souhaite faire en fait à Taonaba, on aimerait en fait que Taonaba puisse être vraiment quelque chose d'essentiel dans la préservation des pollinisateurs. Nous avons des projets qu'on va présenter en fait à la commune, à Cap Excellence, pour pouvoir que ce soit une vraie vitrine en fait des pollinisateurs, qu'on puisse avoir des plantes, qu'on puisse avoir des abeilles, qu'on puisse communiquer sur les pollinisateurs en général. J'espère en tout cas qu'on pourra faire réaliser en fait ce projet-là là-bas. Et donc, lors de cette rencontre du 7, les associations qui seront là, qui ont déjà développé des projets partagés, il s'agira aussi par le biais d'un questionnaire de leur permettre d'indiquer les plantes mellifères qui sont déjà dans le jardin, afin de les identifier. Et peut-être même choisir des jardins comme habitat pour des pollinisateurs. Ça, c'est important également. Donc, recenser ce qui existe déjà, forcément, et aussi permettre de trouver là des habitats pour y mettre des plantes mellifères et pour aussi permettre que ces pollinisateurs puissent trouver là de quoi vivre, tout simplement. Et l'important, en fait, derrière ce que dit M. Cellini, ce sera de communiquer aussi. Donc, il y aura des tutos, des choses qui vont passer sur les réseaux sociaux pour vraiment sensibiliser la population sur les nids des pollinisateurs. On n'a jamais attaqué, en fait, cette démarche-là. C'est vrai qu'on parle de pollinisateurs, on pense abeilles, abeilles, abeilles. Mais à côté de ça, il y a énormément d'autres insectes pollinisateurs, les guêpes, les papillons, les oiseaux. Même les guêpes, parce que justement, beaucoup de gens croient que c'est seulement les abeilles qui sont
Ben, pas du tout. Justement, c'est le combat qu'on souhaite mener. Ben, il faut faire connaître tous ces insectes pollinisateurs, les guêpes, les mouches. Les mouches ont un rôle dedans, les papillons, les chauves-souris, les oiseaux, tout ça a un petit rôle. Bien sûr, les abeilles, ce sont les pollinisateurs les plus efficaces. Ce sont les reines. Tout à fait. Mais chacun a son rôle dans cela. Et en plus, il y a des espèces d'insectes qui ne pollinisent que certaines espèces spécifiques, que l'abeille ne va pas dessus. Oui. Donc, il faut penser à tout le monde quand on parle de pollinisation. Est-ce qu'on peut arriver, enfin, je ne sais pas si c'est un rêve ou une réalité, à ce qu'on importe moins de miel de Saint-Domingue, de Cuba et autres choses, d'autant plus même que j'ai cru comprendre que quelquefois ces miels-là ne sont pas de qualité, alors que des miels de Guadeloupe ont gagné des prix récemment. Bon. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, nous consommons 350 tonnes de miel en Guadeloupe. Et la production locale est de 100 à 150 tonnes aujourd'hui. Je pense que si on continue à progresser et si Mère Nature est généreuse, parce que bon, on a beau être bon en apiculture, mais si Mère Nature ne nous donne pas, ben ça ne marche pas. Je pense qu'on peut arriver à 250 tonnes ici en Guadeloupe. Et donc, on se rapprocherait quand même des 350 tonnes. Le problème du miel d'importation, j'ai envie de dire, c'est un faux problème. Il y a un marché, il y a de la demande, ça peut arriver. Oui. Le problème, c'est que souvent, ces miels-là sont étiquetés miel de Guadeloupe. Mais oui, c'est ça. Les gens qui font ça, le consommateur n'arrive pas à faire ça. Oui. Et donc, nous, à l'Apigua, à l'Iguavi et à la Sicamiel, nous avons un travail de caractérisation des miels de façon à avoir un label de qualité, de protéger notre miel. Quoi, pratiquement pour le miel. Eh bien voilà, l'idée c'est d'avoir une IGP ou une AOP pour nos miels et de façon à qu'il y ait un cahier des charges et qu'il y ait un vrai contrôle des miels commercialisés en Guadeloupe. Bon, c'est des projets dont on discute avec Cap Excellence justement par rapport à leur projet. Bon, j'espère qu'ils pourront nous accompagner là-dessus, mais c'est l'objectif d'ici 3 ans qu'on ait ce label de qualité pour les miels de Guadeloupe. Une dernière question à M. Cédini. Je sais que c'est une question un petit peu particulière, mais je la pose quand même, comme toujours. C'est une bonne action, hein, ce que fait Cap Excellence dans ce domaine-là. Comme beaucoup d'actions que nous venons de présenter. Oui, entre autres. Mais pour ce coup-là encore, c'est encore... L'année dernière, il y a une journée du miel, d'ailleurs, à Bémao. À Bémao, je me souviens, j'y étais. Est-ce que à Cap Excellence, vous invitez vos autres confrères des autres communautés d'agglo pour faire même bien là? Parce que si c'est NBT, si c'est SBT et même le vent ne font pas ce travail-là, Cap Excellence est toute seule, on va avancer, mais moins vite que si l'ensemble... voilà. Mais écoutez, j'ai eu l'occasion de le dire ici, M. Zandonis. J'ai eu l'occasion de dire que... Ouais, pose la question, je connais la réponse. J'ai eu l'occasion de le dire que ça n'a pas d'intérêt que nous soyons les seuls à le faire. Tout à fait. Notamment le projet alimentaire territorial. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls, puisque la ville des Abîmes, la ville de Bémao également, et je crois que la CARL est en train de lancer aussi son projet alimentaire territorial, nous emboîte le pas, nécessairement. Cela ne peut que contribuer... Vous avez le maillot jaune, hein, d'accord, on est d'accord. Cela ne peut que contribuer... Le maillot d'or. Cela ne peut que contribuer au rayonnement de notre territoire. Et nous appelons d'ailleurs de nos voeux à ce que toutes les EPCI puissent développer un pacte et puissent développer des actions de ce type qui pourraient aider. Bon, je parle de ce que je connais véritablement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres PCI qui ne mènent pas, mais je n'ai pas connaissance qu'il y en ait d'autres à part la CARL. Et peut-être d'autres sont en train de travailler dessus. Je ne voudrais pas faire offense aux PCI, mais en fonction des connaissances que j'ai et que nous avons, je crois qu'il y a des actions qui sont mises en place et nous nous réjouissons si tout le monde met en œuvre un pacte et consent à aider, puisque vous avez bien compris que la pollinisation n'est pas une affaire de Cap Excellence et du territoire de Cap Excellence, mais de la Guadeloupe, du pays tout entier. Oui, donc je suis sûr qu'il y a des gens des autres EPCI qui vous regardent en ce moment et qui sauront ça. Donc, ils sont invités, c'est le 7 octobre, hein, c'est ça? Voilà, c'est le 7 octobre de 9h à midi. On va recevoir les associations qui ont des jardins partagés, mais aussi tous ceux qui gèrent des jardins. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que c'est l'affaire de la Guadeloupe, la pollinisation. Donc, ceux qui veulent venir pour découvrir un peu ce que nous faisons, ce que nous proposons, on les invite à venir nous rencontrer. Alors, nous appelons donc bien évidemment toutes les associations du territoire à se manifester de Cap, à se manifester pour rehausser en tout cas et pour entendre le message qui leur sera délivré ce jour-là. Et on prend rendez-vous pour très bientôt pour parler d'autres choses. Juste un dernier petit mot. Qui va gagner la course entre
l'usine centrale et... Il n'y a pas de course, hein, c'est complémentaire. Ça, il faut avoir ça à l'esprit. Nous ne sommes pas en concurrence. Hein. Non, je sais bien. Nous ne sommes pas en concurrence. Rigoler, non, voilà. Ça, donc, parce que j'ai vu que le président est monté la semaine dernière, réinauguré. Je l'ai vu également. Réinauguré, hein, parce que c'était déjà lancé. Absolument. Et donc, on va suivre ça. Bon, en tout cas, merci d'être venus, messieurs. Le rendez-vous est pris pour le 7. On revient à l'actualité. Semaine mobilité. Atelier vélo, c'est l'ADL qui a organisé. Solène fait était sur place, on regarde. Cette journée s'inscrit dans la semaine européenne de la mobilité, donc qui va du 16 septembre jusqu'au 22 septembre. Et on a souhaité, dans le cadre de cette semaine, réaliser une journée dédiée à notre communauté de travail pour montrer qu'il y avait des alternatives à la voiture pratiquée de manière seule. Donc avec une matinée très tournée autour du vélo, donc avec notamment une initiation au vélo assistance électrique et puis un atelier de réparation vélo pour démonstration de comment réparer et entretenir son vélo. Et puis également, derrière, on peut laisser le vélo pour faire un diagnostic avec un réparateur. Alors là, c'était un atelier pour apprendre à, on va dire, auto-réparer son vélo, dans le cas où on est seul, pour pouvoir se débrouiller pour les petites réparations de base. Donc, j'ai appris des choses concernant les points qui sont importants sur le vélo et aussi à faire une réparation de base, par exemple, changer un pneu. Ok. Très éprouvant, mais j'y suis arrivée. On accompagne des collectivités pour des projets d'aménagement cyclable. On a des financements pour ce faire, avec pas mal de financements nationaux dans le cadre d'appels à projets. Et on essaye d'accompagner aussi dans des démarches comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, où l'objectif effectivement c'est de densifier les tissus urbains cœur de ville et d'avoir des voiries apaisées pour permettre ces circulations vélo facilement. Voilà. Donc effectivement, on espère dans le cadre de toutes ces démarches que la mobilité durable fera partie intégrante de ces projets. C'est vrai qu'on encourage la pratique du vélo, surtout dans le cadre de mes missions. Donc qui dit faire du vélo, on suppose aussi qu'il faut quand même faire les petites réparations à peu près de base. C'est comme vous à l'auto-école, on vous apprend à faire les petites réparations de base. Donc c'était la même chose pour cet atelier. Donc l'idée c'est de montrer que oui on fait du vélo, mais aussi on sait faire les petites réparations de base. Et ainsi on est beaucoup plus à l'aise sur la route au cas où on aura un petit pépin. On organise également un webinaire la semaine donc le 26 sur le covoiturage. Faire un retour d'expérience sur les initiatives covoiturage ici en Guadeloupe. Nous avons déjà 2 applications présentes sur le territoire, donc Carrosse et Déposé, qui permettent de faire du covoiturage avec tout un chacun. Il suffit de s'inscrire et de proposer un covoiturage, trouver quelqu'un qui souhaite faire le même trajet au même moment et après l'application nous met en relation et on peut faire notre covoiturage. Il y a également une 3e offre, cette fois dédiée plus aux entreprises et aux employés, qui est 7e Sens, qui est également déployé en Guadeloupe, mais là c'est dédié exclusivement aux employés. Ce sont les entreprises qui signent avec 7e Sens pour mettre à disposition cette offre de covoiturage. Alors, deuxième sujet, c'est le village start-up au Crédit Agricole. Vous savez que le Crédit Agricole est devenu une espèce d'incubateur désormais et régulièrement on reçoit des jeunes, des start-upers. Et c'était le cas cette semaine. Charlie Dagonia était sur place. Reportage. Le développement durable, c'est un sujet qui est très vaste et souvent méconnu, où on oublie le côté environnement, social, économique, voilà, qu'il y a ces 3 éléments dans le développement durable. Et aujourd'hui, j'interviens auprès des startups. Et les startups, c'est celles qui vont faire la Guadeloupe de demain aussi. Et donc du coup, c'est hyper important d'avoir leur vision sur le développement durable et comment ils voient la Guadeloupe et les aider aussi à pouvoir intégrer une démarche forte dans leur stratégie. Le développement durable, c'est vraiment un concept qui est large, qui est profond, qui intègre quand même pas mal de valeurs qu'il faut justement inculquer à la population, qu'il faut inculquer aux entreprises, qu'il faut inculquer aux administrations et à l'ensemble des générations actuelles et futures. Avec MT Collect, on essaie vraiment d'impulser une dynamique nouvelle donc dans le secteur du développement durable à travers nos activités de collecte,
et de valorisation. Mais surtout, on est conscient en fait, qu'il faut pouvoir développer la communication et la sensibilisation à destination du public que je viens de citer. C'est pour ça qu'on réalise pas mal d'activités de sensibilisation, de coaching, de formation à destination des professionnels, mais aussi des particuliers. C'est perçu avec beaucoup d'intérêt et aussi en même temps un vrai challenge parce que pour agir dans le développement durable, il faut agir de manière globale. Donc ça demande une motivation de la part de tous les acteurs. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment on peut faire pour actionner des leviers avec que ce soit la population, les politiques, les entreprises. Donc voilà, c'est un vrai travail collectif. Il y a cette notion d'opinion publique qui est validée un petit peu partout, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va poser la question à monsieur tout le monde, est-ce que vous pensez qu'il est important de recycler, est-ce qu'il est important de faire le tri? Tout le monde va répondre par l'affirmatif, par le positif. Cependant, en fait, des actions viables et durables ne sont pas forcément tout le temps mises en avant. Ou quand elles sont mises en avant, elles le sont de façon ponctuelle. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment impulser une dynamique durable et surtout changer les comportements, les mentalités, de sorte à ce que la culture autour de la gestion des déchets en Guadeloupe, aux Antilles-Guyane, même dans la Caraïbe, donc, puisse être une action quotidienne, vraiment un réflexe, une référence pour tout le monde. Voilà, il est déjà 12h56 avant de prendre la pause. On revient donc, comme je vous l'ai dit, sur cet anniversaire de en temps longtemps. Donc, on fait des petits arrêts ici en temps longtemps. Et le temps longtemps d'aujourd'hui, c'est Saint-Jean Perse, comme on l'appelle, mais c'est Alexis Léger. C'est un poète, écrivain, diplomate français. Il est né à Pointe-à-Pitre en 1887 à Payet. Il a été lauréat, vous le savez, du prix Nobel de littérature en 1960 pour sa poésie qui est particulièrement intéressante. Il a écrit des œuvres poétiques qu'il faut lire. Il a laissé des traces à Capesterre-Belle, puisque ses parents ont eu une habitation là. Et il a présenté donc, ce recueil qui est très connu au niveau mondial, Anabase, qui est paru en 1924. Sa poésie est réputée pour sa difficulté d'accès parce qu'il paraît écrit en créole, même si il a vécu longtemps en Guadeloupe. Mais quand même, dans sa poésie, on trouve quand même la trace du créole, ce qui est particulier pour un homme qui écrivait qu'en français. Et son œuvre reste associée à son nom reste associé à l'une des œuvres les plus souvent publiées de la poésie française. Il a été diplomate. Il est mort le 20 septembre 1975. Je vous l'ai dit, il a quitté la Guadeloupe très jeune, il devait avoir dans les 12 ans. Semble-t-il, il est revenu, mais on n'a aucune trace réelle de sa venue. Saint-Jean-de-Perse, il y a un musée à Pointe-à-Pitre qui porte son nom. On a reçu l'autre jour la nouvelle directrice de ce musée qui s'appelle Katharina Jacobson. Et le petit en temps longtemps, c'est Odalia qui chaque jour se permet, nous aide en faisant ces petits clins d'œil sur notre passé. 12h58, la première pause, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités, parce qu'il y en a encore beaucoup. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie du ZCL News. On va recevoir dans un instant Lita Dumabé. Bonjour. Bonjour. Chanteuse, poétesse. Poétesse, pas chanteuse. Enseignante aussi enseignante. À la retraite déjà. À la retraite. Déjà. Depuis un moment. Et le retour de Jean-Luc Divial Diolo. On va parler avec lui de la pensée symbolique et de la syntaxe égyptienne. Alors, Jean-Luc commence par la femme. Honneur à Madame Dumabé. Alors, Madame Dumabé, merci. Alors, j'ai dit Lita Dumabé, mais on pas bailler toutes, c'est Lita Zénon Dumabé. Oui, Zénon Dumabé, pourquoi? Parce que elle a eu un père très connu dans le domaine de la musique. Et je voudrais justement qu'on commence par là, puisque dans le petit recueil qui est sorti, il y a un poème qui s'appelle, un morceau qui s'appelle Régina, que tout le monde connaît, Régina, etc. Et musicien là. Alors, expliquez-nous, petit point, musicien là, qui m'en était. Eh bien, vous pouvez dire parler de Bougla. Oui, de Bougla même, on le connaît bien. Eh bien, c'était un grand saxophoniste, ténor, guadeloupéen, reconnu. Et puis, en cas où font l'aumône, peut-être, vous voyez qui m'en y est. Souvent, en cas dit, faut peut-être même à l'école, vrai gens étaient qu'à jouer pour apprendre ça qui l'harmonie, ça qui l'improvisation. Ouais. C'est un book quand même qui était assez, qui j'ai dit ça en français, je dire humble. Ouais. À part monde qui était aimé montrer. Ouais. Mais malgré ça, tout le monde reconnaît Valérie. Ouais. Il fait, il recevoir en lot, décoration, en lot prix et tout ça. Alors, entre autres, des morceaux, ils font un morceau très célèbre qui est resté dans l'histoire de la musique guadeloupéenne.
Regina. Regina. Oui. Alors, Regina, et bon matin là, justement, tu as regardé. Regina a battu la Matewa ou non? Non, non. Vous savez, c'est un chant traditionnel, hein? Oui. Où prend et fait arrangement et puis déposer ça là, ça sème, qui fait à présent le quoi parler d'elle, tout le monde a dit ben Regina, ça bercé enfant ça yo et tout ça. Et bon maintenant, tu as regardé à Cuba. Un groupe qui fait un clip justement qui a l'air Regina. Alain Regina? Ouais. Ah bon? Ça après arrivé ça, juste là? et son morceau qui a voyagé en l'eau. Ouais. Il a joué, et un vrai japonais qui a joué ça. Aussi Regina? Là, ça, Ah, oui. ben. Son savent au Japon créole là ni place ça aussi Oui, nous a fait étudier créole là tout partout c'est incident nous ca petit brin minimiser créole là mais son langue nous va minimiser quand même. On dit ça. On va pas regarder on va parler wallais on va parler absolument. En Guadeloupe c'est la langue principale là. Ouais. Dans son boug comme on a dit souvent c'était idole en moins dit fait on déjà marqué poème là ça musicien là un bon moment et en libaï d'ailleurs en jouant dit en marqué poème dans libaï quand même ni longtemps marqué poème là ça ah d'accord parce que disons en vie musicale là on va être marqué ces paroles là tu as dit regarde vous savez c'est ancien là tout cas dit ti moun a fait étude c'est yo qui paye des yo corriger texte là avant moi même en créole alors qu'on pas des café créole en temps là ça alors que on a fait partie d'une génération qui empêché parler créole avant c'était manqué empêché ti moun a parler non quand même pas non on pas jamais fait ça non et qui fait juste venir professeur créole après en fait toute formation là et musicien là on dit non font habiter puis il était content, écouter ça, il dit bon même. Alors on voit quand même au fond 8 qui est assez particulier. Alors d'abord faut dire que couverture album là nous quand vous voyez il est très belle hein. Qui monde qui fait Émeric Dumabe, garçon au moins qui est garçon qui fait ça. Vraiment belle. Qui fait et effectivement même en France l'a envoyé ça pour être fait. Madame là vraiment responsable là dit mais pas bien son pro qui fait ça franchement il était content parce qu'il était si vous voulez il a représenté vraiment ça qui est dit dans l'album là. Ouais, tout à fait funambule. Alors si on va parler en l'obité dans l'album là. Alors on voit au fond un lionnage entre chaque poème et chaque musique hein. Alors, d'après ça, on comprend. C'est le hasard? Sans coproduction avec M. Georges Ranelli, c'est professeur piano en moi. D'ailleurs, c'est qui m'a poussé moi à faire l'album là, hein, puisque nous longtemps tenu ça en tête en moi, mais on va te retrouver. Et Georges Ranelli, c'est professeur piano en moi, et il a dit, moi, on a besoin de faire ça, justement, album à poésie, mais pas pour moi, j'ai parti, on devait faire avec saxophone. Et il dit, mais en y composition, il a composé, qui fait, il proposait moi ces morceaux-là. Et nous mettre ces mots en fonction à chaque poème là, nous trouver qui poème qui caille avec qui musique. Oui. Et comme il était fait justement en arrangement original en big jazz, on trouvait ça intéressant. Nous mettions les poèmes là qui hommage à Belzénon. Et donc, nous avons un clip aussi qui déroule, nous avons regardé il y a un petit moment. Oui, Lionnage en Zion. Alors, on voit un quand même assez particulier. On voit si c'est en chambre si on table, mais on lampe côté en plein jour, disons lampe. En plein jour. Eh bien, ouais, bien content qu'on fait ça. D'avoir, c'était juste un petit signe pour dire en temps longtemps. Oui. Pas vrai? En te sable, ça t'es opéré au monde. En te cas dit, mais qui j'en prends pas dit moi, ça veut montrer qu'on observe bien, Dani. Oui. Et effectivement, et nous avons tourné ça à Capeste, un cimetière aux esclaves, tout ça, qui vraiment son côté pour nous, même pour sentir bien ça, trop belle côté là ça. Et c'est la Lise Ancetier. Mais bien sûr, alors pas sentir bien là arrivé là. Et la belle tout bonnement. Et c'est vrai on a dit Pascal Gaël, merci, il y a toute une journée pour tournage là, Benzo, tout le monde qui était là, le pianiste là, Georges Ranelli, il y avait tous les bénévoles qui viennent pour jouer ces rôles à lionnage là, Kokolo là. Parce que là, on dit lionnage, on a dit pour nous, donc on bat ni bité révolution, mais là, c'est l'amour, c'est Kokolo, bité tant longtemps. Et il trouvait, Pascal Garel trouvait aimé poème là, ça, il dit, ah non, ça n'a pas les mots, on a fait une image. Mais nous avons regardé lionnage en Zion. Il y a les YouTube, hein? Ouais. Zion.
fleurs connes qu'a couché, en bas souffle avant Alizé. Elles vont y chanter, toutes oreilles pépatonnes. Lionnage en Zion là. Chimétresse chambononne, t'as fait un choix à feuille sec, en bas pied à des doudous qui veut cacher des bas à l'homme chaud. Lionnage en Zion là. C'était un de l'eau de goutte, maraises et coupette conne, qui après en journée jouque, qu'a contré pour en courir à la douce. Lionnage en Zion là. C'était les potoconi lumière, on t'y chape vitement pressé, on cocolo à la course, Adam vieux torpedo, enfin fond à encore ciel. Lionnage en Zion là. Son yeux de miel à don l'encoigné. Son boiré au soif en plein ouest, pas derrière l'église, et mandé bon Dieu fait mes yeux. Lionnage en Zion là. C'est faufilé en acacia, qu'a grand fougné corps. C'est marché si caille, qu'a coché plat à pied. L'air voit soleil qu'a plongé l'horizon. L'air voit la ligne qu'a vu veiller sa fait à moun qui qu'a fait de l'eau chaude en mer servi au cabane. Lionnage en Zion là. C'était après au bien bassé, fait si moun sans papa. C'était aussi ba papa sa qui patayo et sans savent pour qui ça. C'est li yo pissimier. C'est coup de sable en mer et quoi si bouche en mer. Même si jodi Zion là vinira, même si lumière quatortier la ligne pleine, même si pour faire une femme c'est flip-flap, pour faire un homme c'est zip-tap. Hak peke opposé, lionnage en Zion là. Passe lionnage, c'est l'amour, c'est la vie à tous les jours. C'est un nous porter main d'Ève, c'est des bouillards pas péché. Lionnage, a pas rien qui boit. Zion, lionne, chanconne, chambonnonne. C'est la vie à hier et c'est la vie à jeudi jour. Lionnage en Zion là, c'est toute histoire. Vraiment belle, vraiment belle. Qui clip là, qui parole là en place ça, et texte là, il bon, et ti environnement. Alors, des petits mots comme avant, on partit, Guadeloupe va y en guerre, nous des petits mots comme ça. On va supporter texte là. Oui, on est texte là, mais vous savez, Guadeloupe va y en guerre, c'est pour montrer faut aimer pays. Oui. Et dans texte là, ça, faut montrer gens la Guadeloupe son pays qui a résisté à cyclone à tout bitin après depuis longtemps il a résisté. Il a relevé. Ouais. Et c'est pour montrer aussi résistance à Guadeloupéen. Oui. C'est un exemple et résilience à Guadeloupéen. Adam on bitin qui peut paraître juste pour montrer la Guadeloupe belle la Guadeloupe etc. Oui. C'est pour montrer qui est un pays là. Jean Nouillet, nous qu'on pays là en fait. Ouais. Nous mêmes gens là. Donc après la souffrir nous mêmes gens là. Nous qu'a dormi après ça nous qu'on lever. Donc c'est ça. Ouvrez-moi l'idée de alors, c'est ça qui dit, moi, ça érotique, ça va cher, ça c'est si son madame, bref, en qualité de Timo. Tes courbes généreuses se sont offertes sans vergogne aux assauts violents de la mer déchaînée. Tes arbres écervelés se sont envolés sous les bourrasques enragées de cet ouragan sans pitié. Et en qualité dernière phrase là, ce dernier paragraphe là, c'est dans cet terrain de survie qu'ont bourgeonné tes racines, que tes mains se sont mêlées à d'autres, que tes veines ont retrouvé leur source, que tu es redevenue guerrière, ma bien-aimée Guadeloupe. Merci pour la Guadeloupe. Et on remarque que dans les morceaux, on fait même un compas love.
C'est Anis Zoukla, bon, alors, c'est M. Ranelli, pianiste là, qui composait, qu'on parle, et ça t'est bien passé pour parler de madame, vous voyez ça? Oui, oui. Maman. Oui, oui. Et on te voulait aborder problème à maman, vous savez, ni fait des mères, oh là, les mamans sont ci, les mamans sont ça, mais il faut nous plonger ces petits là aussi, nous des petits qui ont souffert, des mamans qui n'ont pas ni tous les moyens, ni des mamans qui n'ont des attitudes qui ne sont pas tout à fait conformes, comme on a dit, et pour nous pas juger, pour nous essayer de comprendre, et dire quand même au moment, toujours au moment. Et même si ça ne va pas passer les gens ovlés, il faut que nous savent chaque histoire et respecter ça et pas juger. Voilà. On est invité, alors, ou pas faire un CD, ou tu préfères faire Alors oui, on a un CD, ni CD, ni CD, mais ni clé. Clé là. Et puis on est en toute plateforme numérique. Clip là, on est YouTube, en fait, toutes les plateformes, vous pouvez trouver. Et on fait tourner, quoi, là? Eh bien, figurez ce musicien-là dit, mais il faut nous continuer parce que nous devons on live à un restaurant, ça peut dire, à l'Ardoise, à Jarry. Et ça vient presque familial. Après ça, c'est toute famille qui intervient. Une fille à moi fait communication, tu m'as bien Doris. Et il dit, non, nous ne pas arrêter là. Hein. Et puis, il faut parler de M. Londas qui c'est un artisan, qui a fait qui a fait tout ça. Il crée un appareil qui a fait bouillir l'embella. D'accord? Ni M. Simillon, Franck Simillon, qui a fait bouillir Zozo et Boucha, tout bouillir la nati. Franchement, c'est mon ça a mérité découvert. M. Jocelyn Virapin, qui était, nous aussi, et pas oublier Benzo. Là, on dit comme ça, Benzo, il faut faire ça, quoi, jouer petit break, pas qu'à improviser, c'est vous en voulez. Il dit, mais pas ni problème, pas autant. Il était toujours là, c'est un paquet de générosité, en tout cas, il a une chance même d'être trouvé un lot mon alentour au moins, qui est compétent, qui a dans le domaine ailleurs. Mais qui, qui dit, nous quoi faire ça. Donc, nous connaissons peut-être prestation, mais en que ouais. Oui, vous pouvez dire ça? Hein? Vous pouvez dire nous ça? Ah, qu'est-ce que ça? Oui, le projet là, il a commencé à voyer, il a dit, ah non, il faut nous continuer. Parce que ça, pour l'avoir présenté, parce que nous faisons soit représentation album là à la presse et public. Ces gens-là, sans m'écouter, après, ils ont dit, ça nous a fait du bien. Et c'est sans vouloir partager là, ça, partager l'émotion là et tout ça, c'est ça qui est important. Là, on a fait poésie. Et ils ont découvert moi, ils ont dit, mais peut-être ça, vous avez fait ça, puisque là, on voit, ils ont dit, depuis tant qu'on est bon, on va des absents. Vous aussi. Ça merci d'être venu. Merci, on peut d'inviter. Pour les gens qui parlent de l'album là, il peut crier moi, ou ça, le téléphone, moi, pas de problème. En cas, au numéro là, 39, c'est pas autant, moi, 39 03 64. Et puis, il peut crier aussi pianiste là. Oui. En marqué 14 33 62. Ok. Puis aussi, donc, il peut téléphoner moi, on peut prendre contact avec eux, et puis, il peut une clé là, il peut une CD, et il peut aller aussi sur ces plateformes numériques là pour télécharger, écouter, regarder le clip là s'il plaît. Moi et musique si code. 13h19. Nous allons passer à Jolo tout de suite. Générique, c'est parti. Alors, Jolo, nous changeons de jour là, nous mettons le mercredi. Mercredi, c'est un jour très culturel, justement. Et je là. Oui, je vois Timoun et un grand monde aussi. Timoun, c'est futur grand monde. On est toujours grand monde, on est toujours Timoun. Et nous allons parler de Timoun, de la pensée symbolique. C'est parti. Oui, alors, pour qui vite, en cas peser comme ça à ces questions à pensée symbolique. Parce que, dans toute langue, ni des butins qui pas qu'à disparaître, qui là depuis la préhistoire et qui qu'à rester. Et nous qu'à continuer à construire, j'en nous qu'à parler, j'en nous qu'à rêver, j'en nous qu'à exprimer nous, et vers ces images-là, ça. Et ça, on te voulait montrer, c'est qu'il ni des butins qui paraissent depuis Adam, ni à peu près 4500 l'année dit ça, et qui nous qu'à servir veille toujours. Alors, on prend des exemples pour aujourd'hui là. Et on peut expliquer les autres ça, et ils ont voient qui, effectivement, c'est nous, puisqu'ils nous ont pensé le monde-là, même gens qui ont ancêtres en nous. C'est le but qui changeait, c'est technologie-là, et puis là, nous ni courant, nous ni l'auto, tout ça. Mais gens-là, ont organisé tout ça là, méthode, modèle-là, ça, est toujours là. Générique. Alors, quand les Égyptiens anciens disent notre intime, qui veut dire ça qui pille fonda la case en nous-mêmes en Guadeloupéens, et à pas qui Guadeloupéens. Donc, la course sur la montagne, ces thèmes-là, des exemples à ces montax égyptiens qui
Guadeloupéens, nous qu'a servi veille toujours. Donc, premier butin, on nous songeait. La pensée symbolique, c'est la vision qu'un peuple se fait de son environnement et qu'il traduit en sons, en mots, en phrases, en concepts. C'est un caractère aussi indélébile que notre ADN. Il faut nous qu'aimer ça, puisque c'est ça qui peut permettre nous connaître original en langue. Parce que seule la pensée symbolique détermine en définitive l'origine d'une langue. Il faut se méfier des correspondances de surface. On peut trouver des correspondances de forme et de sens entre toutes les langues du monde sans pour autant qu'elles soient génétiquement apparentées. Qu'est-ce que ça veut dire? À pas parce qu'on prend un dictionnaire en langue, par exemple en France, on peut dire ch'timi, provençal et tout ça, et au cas où un mot à langue en nous, kassam là, et vous dit même bitin là, ça veut dire yo sorti même côté là et yo famille. Non, c'est pas ça. Des mots kassam, yo peuvent dire même bitin là, et pourtant yo pas ni en parenté génétique. Et des mots pas kassam, yo peuvent dire des bitins qui différents, mais qui a dans même environ là, hein. Par exemple, on peut des mots, un mot qui veut dire soulier, l'autre là qui veut dire marcher, il n'y a pas qu'ensemble, et pourtant il y a famille. Donc c'est complexe, mais il y a une méthode pour comprendre ça. Donc c'est pourquoi on a dit, il faut nous faire attention, ça nous a créé correspondance de surface, des fois nous prend ça comme référence, mais ça pas butin. Exemple, aimer a dans langue en nous, pas sorti à dans verbe aimer en France. C'est deux mots différents, il n'y a pas ni même, il n'y a pas dans même parenté génétique là. Coûter et écouter, c'est deux mots qui pas formés. Aimer, remet, qu'on nous a dit par exemple Guyane, sorti dans égyptien aime et mère, qui veut dire aimer, mais qui veut dire aussi marrer, puisque marrer c'est aimer. Hein? Bon. Coûter, c'est non à oreilles à dans langue africaine. Mais scribe là, il besoin d'écouter qu'à dessiner aux oreilles. Thème là, je dis là, c'est de l'eau pas qu'à monter mon. Pour qui bitin? Parce qu'il nous a rentré à dans question là ça. Question à concept à mon là. Et ni en montagne, en Égypte, il a créé la montagne de l'Ouest. Et nous avons regardé qui Jean Scribe là a marqué tout ça pour voir déjà qui a dans langue égyptienne, il a dit man pour dire montagne de l'Ouest. En Bom, il a dit mana pour dire montagne. En Bunda, il a dit mon pour dire montagne. En Chiluba, il a dit mukuna pour dire montagne. Et nous avons dit mon. Déjà. Bon, c'est déjà une première idée. Mais il faut vérifier ça avec pensée symbolique là. Comprendre quel concept à mon là, à dans langue en nous. Car ça a servi nous pour mon bon là, ça, quand nous avons fait éveil pour exprimer en série concept. Le concept de terre étrangère. Nous avons parlé de ça. Parce que dessin là, on voit là, c'est comme ça, les ancêtres en nous qui ont représenté justement pays qui loin. D'ailleurs, pour yon, il a dit les collines du désert. Donc, qui genre montagne et désert peut rouler ensemble? C'est sa question là. Pour qui bitin, il a fait une association entre montagne et désert. Si vous propriétaire en Égypte, vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est ça qu'il a créé en vallée. Vous voyez, mon cas était bord de l'eau là, mais montagne là, désert là, en montagne là. Et donc, tout ça qui est étranger, qu'a trouvé derrière montagne là. Tout pays étranger qu'a trouvé derrière montagne là. Conséquence à ça, c'est que nous, dans langue en nous-mêmes, nous n'avons jamais exprimé ça. Donc, ça veut dire que c'est nos ancêtres en nous qui observent ça, qui traduisent ça dans langue et qui créent une expression qui nous a servi avec toujours. Donc, les pays étrangers sont derrière le désert, qui est en montagne. Donc, derrière la montagne. Qui nous a dit ça, Kazanou? Derrière mon. Moun derrière mon. Donc, le désert, vous voyez, symbole là, ça veut dire aussi pays étranger. Là, on a dit moun derrière mon, c'est moun ou pas qu'on est. Regardez bien, ici, mot pour dire Palestine. Vous voyez? Dernier signe là qui c'est ça a créé le signe classificateur, eh bien, c'est même symbole là nous qu'a suivre depuis un bon moment là qui a montré en côté qui loin. Bon, en cas basé ton scoop. Yo dit yo qu'a changer nom à l'Inde parce que ça coloté ça marré avec question à colonialisme anglais. Eh bien non. Puis ancien attestation au pays qu'a créé l'Inde, un pays étranger fait c'est là. Mi l'Inde, mi qui Jean yo écrit l'Inde en langue égyptienne. Hindoui, quoi ouais? Non là, Jala.
Et au cas où c'est toujours le même symbole là qui apparaît. Donc, depuis en période là, ça, qui veut dire Moyen Empire, ils connaissent un pays non c'est l'Inde. Et Hindi, Hindoui, Findi, Pindi, tout ça, ça veut dire Noué. Donc, c'est le pays des Noirs. Et longtemps, il était crié l'Inde, l'Éthiopie de l'Est. L'Éthiopie de l'Est. Longtemps, il était crié comme ça. Donc, en pensée symbolique, ça a traduit en bitin, derrière mon, pays derrière mon. Et c'est pourquoi ça vient, mon du babin vient avec belle poésie, puisqu'il nous a parlé d'un poète, justement, qui marquait ça. Adam, Texaï, et tout le monde de l'école qui apprendre ça. Seigneur, je suis fatigué, je suis très fatigué. Je suis né fatigué et j'ai beaucoup marché depuis le champ du coq et le morne bien haut qui mène à leur école. Monsieur Guy Tyrolien, grand poète Marie-Galanté. En notre exemple, en notre sémantaxe, en nous font-ils en tout? Où ça vous a fait à l'entour là? Ou qu'a pensé, les cas dit on l'entour, qu'a pensé en rond. Et pourtant, Adam pensait en nous, toute question là, ça qu'a tourné à l'entour, à forme là, ça. Ou d'accord avec moi? Bon, regardez bien en langue égyptienne, les Byzantins disent la cour en case, eh bien, il y a dessiné justement en forme qui ressemble en rectangle, en carré. Et là, il y a besoin dessiner en case, parler d'en case, écrit case, il y a fait même bitin là, et mot là, ça veut dire case, palais, temple, d'accord? Et regardez là, joue pas la cour barrée. Donc, depuis on fait l'entour là, ça veut dire c'est en case. Il n'y a pas besoin de dessiner trop bitin, il y a dessiner fondation là. Donc, pour signifier la maison, le domicile, le script figure le plan pour les fondations, le pourtour. Il fait donc un lien entre la maison, le pourtour, le périmètre. Désigner la maison, c'est figurer son pourtour. Là, nous a dit, nous fait carré sol en nous. Oui? Bon. Alors, conséquence là derrière, nous qui voyons, qui j'en ça qu'a traduit. Nous n'y c'est rimo. Langue égyptienne là qu'a dit père maison et nous voyons qu'en français il a dit périmètre, contour d'une surface. Mais nous a dit carré. Carré en moins c'est case en moins. D'accord? Carré c'est en l'entour aussi. En cas ils font carré, en cas ils font l'entour. Donc là, nous faisons un bel petit l'entour, un bel petit carré. D'accord? Donc, conclusion, les Guadeloupéens se représentent leur environnement comme jadis leurs ancêtres de la vallée du Nil. Notre langue est génétiquement apparentée avec l'égyptien ancien. Parce qu'on y Mola, mais on y Jean là ou qu'a servi avec Mola. Et nous voyons que c'est le même concept là pour y en et pour l'autre. Ibout. Nous faisons un petit tout. Dans Carré là. Merci, Jolo. 13h29, nous avons un premier campo. Pour nous recevoir un petit moment Stéphane Choureau, chronique de l'ASFO, et puis Martine Fazer pour la culture tous les mercredis. C'est tout de suite après la pub. Voilà, il est 13h35. Dans un instant, on va retrouver Martine. Bonjour Martine. Salut Danick. Tout va bien? Ça va? Content vrai, on n'entend pas vrai. Et nous couvrons de plus en plus. Bon. Et on va recevoir tout de suite Stéphane Choureau. Bonjour. Bonjour Daniel. Il est de l'ASFO, puisque la chronique de l'ASFO se fait. Et il est accompagné de M. Larry Saray. Bonjour. Bonjour. Avec qui on va parler du Master de Management et de Commerce International. Présentation, ça. Stéphane. Alors, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui le responsable du Master Management et Commerce International de l'ASFO, qui est en partenariat avec l'IAE de Caen. Et donc, il est venu nous présenter un peu cette formation qui est très technique, qui permet de développer le potentiel de cette jeunesse guadeloupéenne vraiment sur les marchés internationaux. Voilà. Donc, welcome, comme on dit. Merci, bonjour à tous. Et merci d'être là. Alors, la première question, c'est de savoir à quel débouché prépare ce master. Alors, ce master prépare à plusieurs débouchés, notamment, comment dirais-je, pour les juniors. Ils peuvent exercer la fonction de commercial export, d'assistant produit. Et pour les postes beaucoup plus confirmés, ils peuvent devenir des responsables de développement produit et aussi travailler sur la logistique internationale. Ils peuvent également devenir des experts en achat international. Oui. Et par la suite, ils peuvent devenir des consultants export, puisqu'on a une demande de consultants export, notamment au niveau de nos TPE-PME.
Alors, je pose quand même la question, quand il y a ce genre de formation, est-ce que la filière permet justement, après cette formation, de trouver un job? De trouver un job, effectivement, puisque la plupart de nos entreprises en Guadeloupe ont besoin de débouchés. Certes, le territoire, il est petit, et leur objectif, c'est de pouvoir se développer à l'international, et notamment dans la Caraïbe, de proposer nos services et notre ingénierie dans la Caraïbe. Et donc, c'est un master qui existe. Enfin, nous avons ouvert depuis 1 an et nous avons des étudiants qui sont dans l'industrie, des étudiants qui sont dans les services et ils travaillent tous en partenariat avec leur entreprise sur des projets de développement à l'international, dans la Caraïbe, en Afrique, en Asie, etc. Oui. Alors, quels sont les principaux objectifs de ce master? Alors, ce master dispose de 3 objectifs principaux. Alors, tout d'abord, il permet de former nos jeunes à devenir des experts capables d'accompagner et d'encadrer le développement international de nos entreprises. Ensuite, le 3e objectif, c'est de pouvoir transmettre à ces étudiants des méthodes leur permettant de développer et de piloter une entreprise dans une démarche internationale. Et enfin, on les prépare à une véritable pratique des affaires internationales en multipliant les expériences professionnelles à l'étranger. On prépare avec eux une mission de prospection économique à l'étranger, notamment en 2e année. Alors, j'ai envie de vous poser la question, quel est véritablement l'ADN même de cette formation? Alors, l'ADN de cette formation, tout d'abord, c'est un master qui est délocalisé, ce qui veut dire que qui est en partenariat avec l'IAE de Caen. Donc, les profs viennent en Guadeloupe au lieu que ce soit les étudiants qui partent, qui quittent le territoire et que quelquefois on ne les retrouve plus, ils ne reviennent plus sur notre territoire. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir les garder sous notre territoire et les former à une expertise en management et en commerce international. Alors, 2e point, c'est la dimension professionnalisante. Ce qui veut dire que les étudiants ne sont pas livrés à eux-mêmes. Tout au long de leur cursus, ils sont encadrés par des enseignants expérimentés et des professionnels du domaine. Donc, ils bénéficient de conseils d'experts. Ils disposent de ressources pédagogiques approfondies pour s'assurer qu'ils fournissent un travail de qualité. Alors, il y a un point qui est très important, c'est que ce master entretient une relation dynamique avec les entreprises d'accueil. Parce qu'il faut savoir que ces étudiants sont en apprentissage. Alors, les entreprises d'accueil leur proposent un projet, par exemple, un besoin de se développer à l'international, et ce qui permet aux étudiants de travailler sur les 2 ans sur ce projet, accompagné bien sûr de l'encadrement et de l'expertise des enseignants et des intervenants. Et il est important qu'il y ait une mission, un côté pédagogique dans la mission de formation de ces étudiants? Oui, tout à fait. Alors, on parle de la mission pédagogique de prospection. Tout à fait. Voilà. Alors, au-delà du projet de l'étude professionnelle qu'ils auront à mener pour leur entreprise et qui est défini dès la première année et qui est mené tout au long des 2 ans du master, nous travaillons avec eux sur une mission pédagogique de prospection à l'international. C'est-à-dire que nous définissons depuis la première année un pays cible. Par exemple, cette année, ils vont partir, les 2e années qui sont actuellement, Côte d'Ivoire. vont partir en Côte d'Ivoire, voilà, mener une mission économique de prospection. Ça va durer combien de temps cette mission? Alors, ça va durer en comptant une dizaine de jours, mais avec des objectifs bien précis. Alors, la première, ce sont les opportunités d'affaires. Voilà, puisque le pays ciblé, comme la Côte d'Ivoire, a un taux de croissance de près de 8%, ce qui est vraiment important. Surtout en Afrique en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, les compétences, ça leur permet aussi de développer des compétences interculturelles, de mener des projets, d'être dans la gestion de projets à l'international. L'autre point, c'est l'acquisition de connaissances des pratiques liées au commerce international dans la zone. Par exemple, les normes que l'on doit appliquer en Afrique de l'Ouest, par exemple, les processus d'import-export avec ces pays qui sont très demandeurs
d'échange entre la Caraïbe et leur territoire. Et enfin, le dernier point, c'est le réseau. Ce qui est important, c'est le réseautage. Donc, cela va leur permettre, une fois qu'ils ont terminé de leur cursus, de bénéficier d'un carnet d'adresses. Oui, voilà. 2 ans, c'est ça? 2 ans. Voilà. Combien d'étudiants sont dans cette formation en ce moment? Alors, en ce moment, nous avons plus d'une vingtaine d'étudiants qui sont passés du Master 1 au Master 2. Et nous faisons notre rentrée, voilà. Donc, on prend encore des inscriptions sur ce master. Oui. Alors justement, j'avais posé la question, c'est la dernière question. Il y a encore des inscriptions qui sont Oui. Sur ce master, il y a encore des inscriptions, surtout que c'est une formation qui vraiment intègre ce côté opérationnel, en fait. Oui. Donc, on le voit avec des voyages, avec des immersions en entreprise directement là-bas, donc comme c'est le cas pour la Côte d'Ivoire. Normalement, sur les premières années, qui l'an prochain seront des deuxièmes années, on aura aussi ce voyage, donc sur une autre destination. Pas toujours la Côte d'Ivoire, non, pas toujours la Côte d'Ivoire, pas toujours la Côte d'Ivoire, mais ça permettra justement de travailler un peu cette expertise-là, ce côté opérationnel, travailler tout cet aspect. Mais c'est pas la seule de nos formations qui propose un voyage avec une immersion à l'étranger. Là, on a notamment les BTS MCO qui vont partir très bientôt à Atlanta, justement pour pouvoir voir un peu comment est-ce que ça se passe dans les entreprises là-bas aux États-Unis et revenir avec cette nouvelle dynamique. On a nos BTS GPME qui vont partir sur un voyage avec une immersion à Trinidad pour voir un peu comment ça se passe sur les marchés caribéens. Donc c'est vraiment une dynamique dans laquelle s'inscrit l'ASFO. Bien, c'est très flatteur pour l'ASFO, mais aussi pour nos étudiants. Oui, c'est ça. Le seul souci, comme disait M. Saï, c'est qu'ils reviennent. Et puis surtout que c'est complètement financé par l'ASFO et par les OPCO. Donc l'étudiant n'a rien à payer, ni l'entreprise. Bravo. C'est ça. C'est bien ça. Ah oui, c'est un beau projet et puis on essaie de travailler pour notre jeunesse pour qu'elle puisse élargir un peu son champ d'horizon et son champ d'action tout en ne quittant pas le territoire puisqu'on a besoin de nous forcer vivre quand même ici. Exactement. C'est-à-dire avec ça, j'ai envie de dire c'est fini le chocage. C'est ça, exactement. C'est du professionnalisme. Voilà. En tout cas, merci messieurs. Merci. Monsieur Saï, merci. Merci de nous Stéphane, avoir on va retrouver la semaine prochaine. C'est ça, la semaine prochaine, oui. 13h34, Martine, générique, c'est parti. Voilà, Martine est de retour après les vacances. Merci. Martine, bonjour. Oui, bonjour, j'avais 2 pouces levés. 2 pouces levés Oui, 2 pouces levés. Pour M. Chouot et M. Absolument. Là, ils vont fort dit bon. J'ai oublié de dire ça. Si vous avez raté cette chronique, reprenez-la sur le site de Canal ou bien sur le ZCL. Vous retrouvez, c'est sur le Facebook d'ailleurs, vous retrouvez tout ce qui a été dit. C'est très important pour les jeunes et pour les parents. C'est parti, Martine, on t'écoute. Bonjour Danick, donc bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux éditeurs, bonjour à mon fan club qui encore ce matin me dit on ne te voit plus, quand est-ce que tu reviens? Me voilà. Il suffisait de le réclamer, c'est comme Sony, vous l'avez rêvé, Sony l'a fait, là c'est Martine qui le fait pour vous avec son ZCL. Non, c'est pas le ZCL. Avec son CSM. Son CCM, son CSM, son CSM. La chronique selon Martine. Pas la chronique selon Moulin, c'est selon Martine. Bon. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Et nouvelle saison, Danick. Oui. Je rempile avec toi. Ça va faire 9 ans de 9 ans déjà de chronique culturelle. On débute la 9e année. On a passé les années difficiles. On dit souvent dans un couple, 7 ans s'arrête, 3 ans, 7 ans. Là, nous 9 années. On dit qu'une entreprise, après 3 ans, ou bien elle continue, ou bien elle disparaît. C'est ça. Nous, on continue. Donc, on démarre cette 9e saison. J'en suis vraiment ravie. La culture selon Martine, nouvelle saison. Et je rappelle, Martine, quand même, pour le dire pour tes fans, qu'il y aura une émission Martine spéciale
spécial. Hein. Ah oui, mais tu me... Chaque fois, Danick, je vais t'apprendre à respecter mon temps de parole. Bon. Où Non, après, fois, dis ah, tu as dit ça. Ah, excusez-moi. Alors, on se chamaille comme... Mais on volait ce coup, Donc, oui, je le dirais, mais merci à toi, en tout cas, déjà de l'énoncer. Voilà, nouvelle formule. Je serai donc dorénavant avec vous, il faut le dire. Non pas un mercredi, chaque mercredi, mais 2 mercredis par mois, puisque je passe en 15odrome. C'est un nom que Danick a inventé, 15odrome. Bref, donc tous les 15 jours. Mais c'est un bonus, puisque de toute façon, vous me retrouverez aussi mensuellement avec une vraie, pas une chronique, hein, une vraie émission, comme je l'ai testé en fin de saison dernière, avec des invités, et ça va être trop top. Donc, vous allez bientôt découvrir le nom de cette formule et son contenu, bientôt, dès que j'aurai vu avec Danick une date pour la première émission qui devrait vous plaire. En tout cas, pour la chronique 15odrome, donc je vous dévoile le sommaire. C'est aujourd'hui une chronique un petit peu, on va dire, épurée. Je vais surtout vous parler un peu parce que je pense qu'on s'est perdu de vue pendant un temps. Donc voilà, on va parler. Mais pour vous dire quand même que la chronique va avoir un sommaire qui vous sera proposé chaque quinzaine. Je vais inviter, donc, dans mon propos, un personnage ou une personne qui sera invitée selon le temps et selon le sujet. Il y aura un focus sur un événement à venir ou un événement que j'ai vu pour vous, puisque je me déplace pour aller sur les événements culturels. Donc, de temps en temps, c'est bien de pouvoir vous dire ce que j'ai vu, ce qui s'est passé, et vous donner envie, voilà, de suivre la chose. Je vais décrypter pour vous un film ou un livre qui vous permettra là aussi de suivre cette actualité, mais en rentrant un peu dans le non-non de la chose. Hein. Voilà. Et puis, bien évidemment, on ne coupera pas à l'agenda culturel. Danick m'a dit qu'il faut que je fasse un joli visuel pour l'agenda et que ça... Donc, je réfléchis au visuel. J'espère que pour la prochaine fois, il sera prêt. Voilà, donc chaque quinzaine, l'agenda. Et savez-vous que cet agenda, vous pourrez la retrouver ensuite dans le ZCL Week-end du dimanche de ce fameux ZCL. Voilà, j'ai tout bien dit, Danick. Tout est bien dit, c'est aux fautes, jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent. On passe à pour après. Alors, c'est pas pour après. Donc, je continue quand même. Donc, là, c'est vraiment une petite émission de reprise tranquille. Je me suis pas... Voilà, c'était... tranquille, doucement. Oui, cool. Et donc, j'ai 2 petites choses dont je vais vous parler. Et évidemment, il y a un premier thème qui va être le focus événement. L'événement littéraire, c'est ça. Mon focus cette semaine, c'est la rentrée. Donc, c'était la rentrée des enfants. C'est la rentrée également dans les entreprises. C'est la rentrée scolaire. Voilà, c'est toutes les rentrées. Et c'est la rentrée littéraire. C'est la rentrée de Martine. Et c'est la rentrée de Martine. Donc, tout va très bien. C'est la rentrée dans les associations. On fait ce qu'on appelle les villages des associations. Il y en a eu un grand nombre où toutes les activités sont mises en avant. Donc, je vais vous parler de cette rentrée littéraire, mais de manière assez sobre. On reviendra dessus plus longuement puisque ça sera sans doute le thème de la première émission culturelle. Et donc, je vais dire pour boutade qu'à la différence d'un Tour de France, il n'y a pas une date arrêtée pour la rentrée littéraire. Dès le mois de juin, en général, les éditeurs commencent à sortir les ouvrages qui vont faire leur rentrée entre septembre et novembre. Les éditeurs, ils fixent ce calendrier-là. Ils commencent à publier, disais-je, depuis fin juin, mois d'août. Et les nouveautés sont là en librairie en temps voulu pour la rentrée. Figurez-vous que chaque année, au niveau de la rentrée littéraire, c'est entre 400 à 500 ouvrages qui sortent, tout confondu. Ils sont publiés pour cette rentrée littéraire. Alors dedans, il y aura bien sûr de tout. Bien sûr, il y aura des essais, il y aura du roman, il y aura de la fiction, il y aura aussi des beaux livres, il y aura tout cela. Mais tout le monde essaye de suivre son auteur préféré. Et j'ai regardé un petit peu, par exemple, pour un auteur qui est plutôt de l'autre côté de l'Hexagone, Amélie Nothomb, dont on entend beaucoup parler. Elle sort de manière régulière un livre à chaque rentrée. Oui. La psychopompe, alors c'est un livre, j'ai lu les critiques, ça va du génial au désespérant, parce qu'elle fait un retour sur elle-même et en fait c'est une histoire un peu trop compliquée où elle parle de sa relation avec son père, donc c'est compliqué. Et je crois qu'Amélie Nothomb est certainement un très très bon auteur, mais elle est compliquée aussi dans sa tête. Donc forcément ça se retrouve dans son ouvrage. Alors donc tous ceux-là sont attendus, et puis sur notre territoire, j'ai interrogé un libraire. Voilà, combien d'auteurs ultramarins sont publiés à la rentrée? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certains, mais ça passe souvent sous silence. Donc il y a sans doute un travail à faire là-dessus, parce qu'en interrogeant mon libraire préféré, il me dit, comme on est pris dans la rentrée scolaire, avec tous les ouvrages scolaires, avec les listes, etc.,
finalement, on est tellement surchargé qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps pour aller chercher les bons ouvrages, ceux qui vont nous être des coups de cœur. Et c'est souvent un petit peu en décalé que ça se fait, même si cela se fait. Donc en tout cas, nos ouvrages ultramarins, chez les grandes librairies ou les grandes maisons d'édition, il n'y en a pas beaucoup. Dans l'Hexagone, il faut le reconnaître. Il n'y a pas de Marie Scondé, il n'y a pas de Gisèle Pinault, il n'y a pas de Pépin. Je reviendrai dans l'émission, là, puisque je travaille sur une émission vraiment là-dessus. Donc, la première que nous ferons, ça sera sur la littérature, la sortie littéraire et un certain nombre de nos auteurs. Il y aura, pour ne rien dévoiler, il y aura un auteur, un éditeur et un libraire qui seront conviés. Alors, j'ai juste 2-3 titres que je vais donner. Suzanne Dracius, qui est une autrice martiniquaise, elle était dans un grand salon littéraire en France au mois de juin. C'est un salon littéraire, il fait bon être pour pouvoir qu'on parle de toi à la rentrée. Mais ici, par exemple, on a Raphaël Confiant qui a sorti quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de vous publier la couverture, mais j'y reviendrai. Ça s'appelle Le bal de la rue Blomet. Je ne l'ai pas lu, mais je fais confiance à Raphaël Confiant. Et puis surtout, je vais aller voir chez les éditeurs, l'un de nos éditeurs, Neg Marron, où effectivement je souhaite le rencontrer pour qu'on travaille sur l'ensemble de ce qui est sorti. Il y a, paraît-il, un polar autour de mai 67 qui est sorti en Guadeloupe et qui est tout simplement génial. Ouais. J'en dirai un peu plus quand je l'aurai lu. Ça sort des sentiers battus parce qu'on s'attend à ce qu'on parle de mai 67 sur la partie politique, la partie, j'allais dire criminelle, on peut le dire comme ça. Mais là, donc, c'est sous forme d'un polar, donc qui devrait nous tenir en haleine. Donc, je vous dirai ça bientôt. Et puis, je vais rappeler 2-3 petites choses. Littérature, ça veut dire aussi prix. Les grands prix, ça reste aussi une période très attendue, que ce soit le prix Goncourt, le prix littéraire, les prix littéraires comme Renaudot, Femina, Médicis et d'autres encore de notre jeunesse en Guadeloupe. Voilà les sujets sur lesquels je reviendrai lors de ce grand débat spécial littérature. Oui. Allez, je vous décrypte un petit événement pour finir. Rapidement. Le technicien m'a fait signe, oui. Combien 1 minute 32 secondes. 1 minute 32, je vais vous dire juste que je suis allée sur 2-3 sites qui fêtaient les Journées européennes du patrimoine. Des sites, rappelons simplement que ça existe depuis 1984, 40e anniversaire cette année, avec un thème, j'y vais vite, un thème qui était patrimoine vivant et patrimoine sport. Patrimoine vivant qui désigne toutes les expressions, les connaissances, les savoir-faire transmis d'une génération à l'autre. Alors, beaucoup de choses. Donc, je vais revenir très, très vite parce qu'on n'a pas le temps. Saint-Claude, Habitation Petit Parc a été mis à l'honneur. À Sainte-Anne, immersion avec les bœufs tyrans. À Trois-Rivières, Habitation Belleville, hein, c'est ça? Oui, 500 000 € ont été donnés pour la reconstruction de Exactement, qui est lors d'un concours. Ouais. Le Moule, la Maison Zévalos ou Edgar Claire, les Maillolets. Donc voilà, c'est vraiment une multitude. Plus de 70 événements se sont tenus ce week-end sur le territoire de Guadeloupe. Une belle journée. Et donc, une très très belle journée, très riche. Et je crois qu'en Guadeloupe, ça y est, on a bien compris quel était l'effet de ces journées européennes du patrimoine. C'est vraiment faire connaître ce que nous sommes aussi, le mettre à l'honneur. Aussi petit soit le site, aussi petit soit l'événement, ça mérite d'être connu. C'est tout? Oui, parce que l'agenda en pays tendille. Non. Mais tu as pris sur 1 minute, il restait encore 35 secondes. 35 secondes. Raymond Boutin sort un ouvrage qui sera le jeudi 21 au Café littéraire à la Warac. Donc voilà. Vous allez pouvoir le rencontrer autour de la sortie de cet ouvrage. Il y a le roman aussi de... La Chorale? Non, oui, de La Chorale, mais il y a le roman de Nuissier. Nuissier. Oui, j'ai pas encore Moi, mon amour. Voilà, j'ai pas eu le temps d'en parler. Notre invité bientôt. Mais il y a plein de choses qui se préparent, peinture. Et puis, laisse-moi juste un tout petit... C'est les assises guadeloupéennes du bien vieillir. Qui vont se tenir là, au WTC, prochainement, 27 et 28, je crois. C'est 28, voilà. Du bien vieillir. Et 29, bien vieillir en Guadeloupe. Donc, j'attends de voir parce que c'est une organisation qui vient de France. Alors, tu n'as pas parlé de ça, mais il y a un film qui est sorti qui s'appelle Les Magmas. Oui. 76. On va voir un petit extrait très rapidement, parce qu'Olivier Moadel était hier à l'avant-première des Magmas. 76. Alors, il faut dire que quand il y a eu la soufrière, tous les Guadeloupéens, des Bastériens comme mes parents et moi, ils voyaient nous en grande terre, et les grands terriens ils accueillent nous des Magmas à l'époque. Alors, Madame Bourdine a fait un film là-dessus. On voit un petit extrait. C'est parti. Du monde, hein. Je reconnais Simone là-bas.
ce documentaire qui va être projeté aujourd'hui, ce documentaire qui va parler d'un événement que nous avons connu, la Soufrière, 1976, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, un déplacement important de population, ça va bouleverser la vie de certain nombre de personnes, ça va, je dirais, bouleverser aussi l'organisation même, les enfants qui vont à l'école, les gens qui ne peuvent venir pour aller travailler. Et puis surtout, aujourd'hui, on va voir comment la réalisatrice va traiter de ce sujet. Ce film part d'un postulat qui est de cette période des années 70, de cette période de l'éruption de la Soufrière. On a beaucoup retenu la question de la querelle des scientifiques entre Allègre et Haroun Taziev. Mais on a peu parlé du sort que les 73 600 personnes avaient subi et traversé pendant cette période-là. Beaucoup de Bastériens étaient venus sur la Grande Terre et que sur ces 73 600 personnes qui avaient été évacuées, 30% n'étaient pas revenus. Et j'ai entendu parler de ce mot magma, et je me disais mais de quoi ça parle? Pourquoi les gens sont stigmatisés comme ça? Et j'ai appris que c'était effectivement pour les Bastériens qui sont arrivés en Grande-Terre, c'était le mot qu'on utilisait. On disait oui, c'est des magmas, ils sentent le soufre. Donc j'ai essayé de remonter cette histoire et j'ai essayé de comprendre aussi ce que ça voulait dire sur le plan économique et sur le plan culturel. Parce que sur le plan économique, c'est le débarrage de Jarry, c'est la fin du port de Basse-Terre. Donc c'est quand même des événements importants. Et Basse-Terre ne s'est jamais remis. Et puis il y a aussi un monde de la banane qui passait dans le monde de la canne. Donc je dirais tout ce mouvement comme ça de balancier, je pense que ça a aussi eu un impact très important parce que je crois que c'est la première fois, et c'est dit dans le film par Marie et Elena Luno, c'est la première fois qu'il y a eu en Guadeloupe un mouvement de population de migration à l'intérieur même de la Guadeloupe. J'espère que, vu, je dirais, la réponse des Bastériens, puisque la salle est comble, ils sont nombreux, c'est leur histoire en particulier, mais de tous les Guadeloupéens, eh bien que nous allons passer un très bon moment et je pense que les gens vont découvrir autour de l'angle qui sera présenté, je dirais, ce documentaire et je pense que les gens en sortiront ravis et satisfaits. Voilà, Magma 76. Il y a d'ailleurs même une chanson des Aiglons qui s'appelait Magma. Là. Voilà, il est pratiquement 13h58. On a reçu en début du ZCL Jean-Luc Séligny et M. Foucan Pérafide qui sont venus parler de la filière mellifère, qui a une manifestation qui se fait le 7 octobre à Taronaba avec Cap Excellence. Ensuite, on a reçu Lisa Dumabin qui nous a présenté son album, vraiment caractéristique, vraiment de qualité. Mots et musique, poésie et chansons. Lita Dumabin, c'est la fille de Abel Zénon. Abel Zénon, c'est Regina. Regina, on connaît ça. Femme à la vie, etc. Jean-Luc Vivial nous a fait un petit topo sur la pensée symbolique, comme d'habitude, sur son émission habituelle. Et puis, on a reçu Stéphane Chouou et M. Sahaï pour parler d'une formation importante, le Master en Management et Commerce International. Si vous n'êtes pas encore inscrit en tant que jeune, c'est le moment jamais de le faire. Les parents qui regardent, si vous avez un enfant qui veut faire du management, on en a besoin pour nos entreprises, pour les développer en liaison avec la Caraïbe et avec l'extérieur. Et la chance, c'est qu'ils vont en Côte d'Ivoire, certains ils vont aux États-Unis, en Trinidad, vraiment, ça vaut le coup. Et puis Martine qui est revenue, qui a fait sa rentrée en douceur et qui nous attend, qu'on attendra dans une émission un petit peu, un format un petit peu plus important. Très prochainement. Voilà un petit peu ce qui a fait la une. On a parlé aussi de la semaine de la mobilité des ateliers vélo, du village starter de la Crédit Agricole qui est devenu pratiquement, on peut le dire, un lieu où tous les start-upers se retrouvent régulièrement. On a vu une petite avant-première sur les Magma 76. Le film va être représenté. Vous aurez l'occasion de le voir. Il sera sur une chaîne de télévision privée payante, je crois que c'est demain soir, si vous ne l'avez pas vu. Et c'est Madame Bourgine qui a fait ce film. Et puis, on vous dit merci d'être avec nous. Il est 14h. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre séance du ZCL Ipati. À plus tard.